Bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Henri Picot, responsable BE groupe électrogène mécanique au sein du groupe 2AST. On va explorer un peu toutes les facettes du lot groupe électrogène. Donc on a le plaisir de recevoir un expert du domaine. Donc Henri Picot, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous. Je suis effectivement responsable bureau d'études au sein du groupe 2AST, bureau d'études groupe électrogène mécanique. J'ai une expérience de 15 ans dans le domaine, acquise auprès de plusieurs entreprises du domaine et sur plusieurs secteurs d'activité, hôpitaux, data centers, industrie et applications aussi particuliers par exemple. Donc on va essayer de détailler tous les composants d'un groupe électrogène et tous les éléments qui composent l'installation complète dans un bâtiment ou on va le voir dans un conteneur. Donc on aura deux études d'application, c'est ça, on a sélectionné deux projets qu'on a en cours actuellement. Donc un projet où c'est un local technique conventionnel, j'ai envie de dire, et une autre application qui est plus un conteneur, mais on va le voir, on va le détailler un petit peu après. Donc première Voilà. partie, on se retrouve ici donc avec le groupe électrogène. Tu as la main pour... Oui, pas de problème, je vais non. pouvoir faire quelques annotations. Un groupe électrogène, c'est composé d'un moteur thermique, d'une génératrice et d'un châssis sur lequel, donc, on va retrouver en partie basse, sur lequel on va avoir tous les accessoires permettant de faire fonctionner le groupe électrogène, notamment les batteries démarrage, exactement comme une voiture. Mhm. On va aussi avoir un préchauffage qui permet de maintenir le moteur à température, puisque contrairement aux voitures, le groupe électrogène doit démarrer rapidement pour reprendre les installations, souvent en moins de 10 secondes, notamment sur les hôpitaux. Et donc pour ce D'accord. faire, on maintient le bloc moteur en température, 45 degrés, ce qui permet de le démarrer très vite et de reprendre l'installation, donc de réalimenter tous les équipements du bâtiment surtout les plus stratégiques, en moins de 15 secondes, 10 à 15 secondes, pardon, et sans risque de casse du moteur qui pourrait démarrer à froid. Ça peut être énorme sur certains process, non? Il y a pas des façons de minimiser ce temps-là où il y a des onduleurs qui reprennent le relais? Comment? Alors, sur les matériels très stratégiques, on aura de l'énergie ondulée, effectivement, hein, ça peut D'accord. arriver. Ouais, est-ce que 10 Euh, secondes, ça paraît énorme, 10 secondes? Enfin, ça peut être ouais, énorme dans certains process, oui. 10 secondes, ça peut paraître énorme, mais en même temps, c'est relativement rapide. Aujourd'hui, en tout cas, ce sont les normes qui nous autorisent 10 secondes, tout simplement parce que en dessous de 10 secondes, avec les temps de confirmation de coupure de courant et le temps de démarrage d'une machine, hein, aujourd'hui, là, la machine présentée, c'est un 16 cylindres en V qui fait 40 litres de cylindrée. Donc, en fait, les pièces en mouvement sont très importante et on va avoir au moins 5 à 6 secondes de démarrage, ce qui peut paraître long quand on a Hmm. une Mais c'est coupure, mais rien. qui finalement n'est pas très long par rapport à la mécanique à mettre en œuvre. Et donc, en fait, les normes nous autorisent ça, puisque ce sont des groupes qui sont dits de secours et de sécurité, et qui vont avoir pour vocation de reprendre, de réalimenter tous les équipements de sécurité, type désenfumage, éclairage de sécurité, les ascenseurs dans des bâtiments de grande hauteur, et le sprinklage aussi, hein, tout ce qui est extinction incendie. Mhm. Et donc, tous ces équipements-là, je ne dis pas qu'on peut attendre 10 secondes, mais c'est le temps mini qu'on peut admettre pour que ça fonctionne correctement. On a des systèmes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir zéro coupure. On a des groupes qui peuvent être associés à des volants d'inertie pour avoir ce qu'on appelle un temps zéro en termes de coupure. C'est-à-dire que le client, l'utilisateur ne se rend même pas compte qu'EDF est parti, enfin que le fournisseur d'énergie est parti. Et donc, mais il faut bien voir une chose, c'est que ces moteurs-là, ces groupes-là, sont normatifs et sont en attente de la coupure. On est obligé d'installer des groupes électrogènes pour la sécurité des personnes, par exemple dans les hôpitaux, mais on va aussi installer des groupes électrogènes dans les data centers pour sécuriser les données. Et en fait, les process mis en œuvre permettent de se dire en 10 secondes, si on réalimente les installations électriques en moins de 10 secondes, on ne met pas en danger la vie des gens. Voilà. Parce que ça va surtout être sur les hôpitaux où on va être très, très rigoureux sur le fait de réalimenter les installations de sécurité en moins de 10 secondes. Donc tout ce D'accord. qui est tableaux généraux de sécurité, donc tout ce qui va gérer les désenfumages, les sprinklages et ce qui va permettre aux gens d'évacuer le bâtiment. Ok. Donc Voilà. les blocs autonomes, les BAES, c'est qu'on voit
Et BMS Alors, de sécurité, c'est alimenté en partie par le groupe électrogène ou il y a une source ça sera repris par le groupe électrogène. C'est sur batterie le temps qu'on n'a plus d'énergie, que ce Mhm. soit par le fournisseur d'énergie ou par le groupe électrogène. On est sur batterie. Et derrière, effectivement, ça va être réalimenté sur les tableaux de sécurité. Ça va être réalimenté par le groupe électrogène. Donc maintenant, systématiquement, dans un bâtiment, il y a un minimum de surface où on doit installer obligatoirement un groupe électrogène ou c'est tout établissement recevant du public ou, Non, on va avoir effectivement les bâtiments, les ERP, les établissements recevant du public, seront forcément concernés par la mise en place d'un groupe électrogène, sauf dérogation sur certains bâtiments. On va aussi avoir les immeubles de grande hauteur. Alors ça, on en a principalement dans les grandes villes de France. Je pense rapidement à La Défense en région parisienne ou à Paris même, la Tour Montparnasse. Ça parle assez à tout le monde. Et en fait, on a des groupes électrogènes puisque là, ils permettent donc d'une part d'avoir de l'éclairage de sécurité, par exemple, toujours les désenfumages et les surpresseurs pour ramener l'eau dans les étages pour les pompiers, mais ils vont servir aussi à alimenter les ascenseurs de sécurité pour pouvoir faire descendre des personnes à Eh mobilité oui. réduite Mhm. de la tour. Donc en fait, tout ce qui est ERP et IGH, immeuble de grande hauteur, Obligatoire. voilà, ça, on va être dans l'obligation. Ensuite, sur la partie hôpitaux, qui est de facto un ERP, mais où on va avoir des blocs opératoires, on va être dans l'obligation d'installer des groupes électrogènes, puisque là, il y a un risque vital pour les personnes. Les établissements médicalisés aussi, qui sont aussi des ERP, mais qui sont sur des activités différentes des hôpitaux, donc les EHPAD notamment. Mhm. Et puis derrière, après, on va avoir aussi tout le domaine, comme on disait tout à l'heure, du data center, où là, on sécurise de la donnée. On ne sécurise pas des personnes, mais on va sécuriser des serveurs et de la donnée. Parce que la perte d'informations a un impact financier accru. Et après, tout à chacun peut aussi demander, installer un groupe électrogène chez soi et faire appel à nous pour l'installer, le dimensionner, l'installer dans une pièce si jamais les Oui, il y a bâtiments un le besoin. permettent. Mhm. Dès qu'un besoin se fait sentir, le particulier peut même lui-même avoir un groupe électrogène. Dès qu'il y a un besoin de maintien de l'énergie sur un événement ou sur un. Ah oui, ça vous faites, ça vous arrive de traiter de ce genre d'installation de. Ouais, sur l'événementiel, on intervient assez peu, puisqu'en fait, c'est plutôt les loueurs de groupes électrogènes, Ouais, est-ce que c'est. les c'est- loueurs de groupes électrogènes qui vont mettre en place les groupes qu'ils ont, eux, au sein de leur entreprise. En fait, hein, ils ont un parc machine, un peu comme Enedis aujourd'hui. Euh, Ouais, le- je le- pensais, le- je pensais aux gros événements. C'est pour les gros événements. Est-ce qu'il y a des nécessités de maintenir de l'énergie pour maintenir une foule ou ou c'est d'autres organes de sécurité qui sont mis en place? Bah, en fait, sur les bâtiments qui reçoivent, par exemple, un stade, prenons Oui, voilà, l'exemple d'un stade, typiquement, ouais. euh, ils ont, eux, des groupes électrogènes installés directement, puisqu'ils sont considérés comme ERP. Oui, donc c'est à la construction, En fait, c'est c'est à imposé la de construction. On fait. Ouais, va ok. installer des groupes électrogènes et après, sur ces installations-là, l'installation technique va permettre de ramener d'autres groupes électrogènes dits de location pour pouvoir compléter la puissance nécessaire par rapport à l'événement qui est en Qui est train d'être. organisé. Ok. Si on est sur un concert, c'est très énergivore. L'entreprise qui va réaliser le concert va sûrement installer d'autres groupes électrogènes en complément, puisque les groupes électrogènes de l'installation du stade ne vont servir qu'au stade en lui-même. D'accord. Mais effectivement, on peut rajouter, aujourd'hui, on a beaucoup d'émissions de télé qui sont tournées sur groupe électrogène et sur lequel c'est le réseau du fournisseur d'électricité qui va être en secours des groupes électrogènes. Comme ça, ils D'accord. sont certains de ne pas avoir de coupure. On travaille à l'inverse. Donc ça arrive aussi. Ok. Dans la majorité des cas de ce qu'on installe et surtout sur les bâtiments, on va être dans ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire un moteur générateur avec ses accessoires autour, en attente de la coupure et qui reprend les installations en moins de 10 ou 15 secondes suivant les cas. Ça, c'est normatif et c'est lié aux typologies de bâtiments qu'on doit secourir.
sur les commissions de sécurité, on teste les bâtiments en cas critique, on va dire. Donc, les pompiers, ils vont enfumer un parking, ils vont déclencher le désenfumage et ils vont faire une coupure de courant. Et il faut que, du coup, le bureau de contrôle va confirmer qu'en moins de 10 secondes, le groupe a démarré et on a de l'alimentation sur les tableaux de sécurité et que derrière, le process de désenfumage se poursuit malgré la coupure de courant. Ah oui, ça rejoint une autre question que je me posais aussi, c'est que c'était la génératrice ou l'alternateur sur la partie arrière. Là, il n'y a pas d'inertie de production d'électricité, c'est instantané. Dès le démarrage, il commence à produire de l'énergie et à alimenter les différents tableaux. Oui, l'alternateur sur un groupe classique produit dès son démarrage, puisqu'en fait, pour que la génératrice puisse produire du courant, il faut un courant d'excitation sur le stator. Sinon, elle ne produit pas de courant. Okay. Pas parce que tu vas faire tourner des aimants nord-sud autour d'un bobinage qu'on va créer du courant. Il faut quand même un courant d'excitation qui va venir exciter les bobinages pour pouvoir créer du courant. De par le démarrage du moteur qui passe de 0 à 1500 tours, 1500 tours minute, l'alternateur, lui, va passer de 0 à 400 volts. Alors, pourquoi 1500 tours minute? C'est parce que c'est en lien avec la fréquence qu'on a en France, qui est à 50 Hz. D'accord. D'accord. Ça fait 25 tours par seconde. Et donc, du coup, on a 2 changements de pôle en 1 seconde, donc 50 Hz. Donc, 50 fois le changement nord-sud dans la seconde. Donc, ça vient directement alimenter une armoire, je suppose? Oui, dans cette armoire, on a un équipement qui capte en fait le signal électrique et que dès qu'il sera à 400 volts et 50 Hz, donc utilisable pour les appareils, va venir basculer sur le groupe. Ça s'appelle un inverseur de source. Donc, en fait, on va passer de la source normale à la source secours lorsque le groupe est prêt à fournir un courant qui est de qualité. D'accord. Et après, on réalimente le bâtiment. Donc, en fait, dans les 10 secondes, on a le démarrage du groupe, le courant qui monte jusqu'à 400 volts 50 Hz qui arrive sur l'armoire électrique qui est d'habitude alimentée par le fournisseur d'électricité, Enedis principalement en France. Et on a un inverseur de source qui va passer d'Enedis qui n'est plus présent au groupe électrogène qui lui est à 400 volts 50 Hz. Et ensuite, tu viens alimenter tout ce qu'il y a en dessous. Donc, le désenfumage, les sprinklers, les éclairages de sécurité et ainsi de suite. Quand tu parles d'Enedis qui n'est plus là, du coup, comment ça switch? Ça switch automatiquement du fait qu'il n'y ait plus d'électricité sur le réseau principal. C'est constamment mis en réseau. Enfin, l'appareil que j'appelle inverseur de source, il scrute en permanence que Enedis soit présent. D'accord, ok. Tant qu'Enedis est présent, il reste en attente. D'accord. Dès qu'Enedis disparaît, lui va le capter et il m'envoie un contact électrique qui va me demander le démarrage du groupe. Donc, c'est ma clé de démarrage. Si tu veux. Et une fois que je reçois ça, s'enclenche le process de démarrage, production de courant qui va vers l'inverseur. Et quand l'inverseur il voit arriver le groupe électrogène et que le groupe électrogène lui apporte un courant 400 volts 50 Hz, il va dire « Ok, je peux passer sur cette source-là » et donc il va changer, c'est un gros interrupteur en fait, il va venir passer sur la source groupe électrogène et donc là après tu réalimentes le bâtiment. Ok, c'est clair. Donc là on se retrouve dans le local avec le groupe électrogène qui est implanté. On parlait du moteur, donc là justement, qu'est-ce qui se passe au niveau du moteur en sortie directement? Alors, au niveau du moteur, lorsque le moteur va fonctionner, comme sur un moteur de voiture classique, on va avoir des gaz d'échappement qu'il va falloir collecter en sortie de bloc moteur et pour les évacuer dans la cheminée d'échappement. Donc ici, on voit en bleu une pièce qui permet de collecter les gaz d'échappement qui sortent du bloc moteur, puisque quand le moteur tourne, il crée des gaz d'échappement comme une voiture. Ces gaz, on doit les traiter phoniquement pour éviter de faire trop de bruit à la sortie. Donc, on va passer dans un silencieux d'échappement. C'est la grosse pièce cylindrique qu'on voit derrière. Celle-ci, en bleu. Une fois que les gaz sont passés à l'intérieur de ce cylindre, de ce qu'on appelle, ce qui est un silencieux d'échappement, on va les guider via des conduits vers l'extérieur du bâtiment pour les envoyer, les rejeter dans l'atmosphère. Donc, je peux juste me permettre une question. Dans le silencieux, quelle est la technologie? Qu'est-ce qui se passe dans cet élément?
En Mhm. fait, ce sont des silencieux à résonateur et à absorption. C'est-à-dire qu'on va faire véhiculer les gaz pour qu'ils soient à une certaine fréquence Mhm. et on va aussi les faire passer dans de la laine de roche pour que ça puisse atténuer le bruit. C'est très vulgarisé parce qu'il y a beaucoup de technologie dedans, mais c'est un savoir qui est assez peu, qui est très gardé en fait par le fournisseur des silencieux. C'est un Quand- vrai métier et donc on a une réelle atténuation du niveau de sonore. Qu'est-ce qui passe dans la laine de roche? C'est la Les gaz fumée. d'échappement. Les gaz d'échappement et la fumée. Ouais. Donc, faut le changer régulièrement. Il y a une. Non, Non? il y a pas de changement. Non, non, il n'y a pas de changement. Les laines qui sont utilisées sont des laines qui permettent de résister à des très hautes températures. Il faut savoir que les gaz d'échappement des groupes électrogènes aujourd'hui, à groupe électrogène à pleine puissance, hein, donc comme si vous étiez à fond avec votre véhicule, Mhm. on est sur des températures avoisinant les 450-500 degrés. Et aujourd'hui, les laines utilisées sont aux alentours de 600 à 700 degrés. Tiennent à la chaleur aux alentours de 600 à 700 degrés. Donc en fait, on n'a pas de dégradation euh, de, De la laine de. accrue de la laine de roche. Bah, je pensais pas trop à la chaleur. En fait, je pensais plus aux particules ou aux dépôts avec sur le long terme, non? Il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas de il y Ok. a pas de dépôt particulier. Non. Non, en fait, au vu des régimes de température, en fait, les fumées sont relativement, entre guillemets, propres. On n'a pas d'huile ou d'autres choses. La seule chose qu'on récupérera, c'est qu'en pied de cheminée, on vient récupérer ce qu'on appelle les condensats et les eaux de pluie. Donc, c'est tout ce qui va, c'est les eaux qui vont se créer dans le conduit quand le conduit va être à l'extérieur et qu'on va faire passer des gaz à l'intérieur. On va à un certain moment arriver à créer de la rosée, du point de rosée. Donc on va avoir de la condensation et cette condensation, il faut qu'on la récupère. Ok, donc Pareil, c'est ce qu'on voit ici, là. c'est exactement ce qu'on voit ici, c'est le siphon, un siphon avec un pot de récupération qui permet de récupérer ces eaux-là. Et on va aussi récupérer les eaux de pluie puisque la réglementation en vigueur sur les installations en France nous interdit de fermer l'extrémité des cheminées. Donc en fait, dès qu'il pleut en permanence il pleut dans les cheminées, et donc cette eau-là, il faut la récupérer pour éviter qu'elle reparte vers le moteur. Et quand il pleut, quand il y a des fortes pluies, ce petit pot, il va servir pour tout. Il faut le Oui, oui, changer. oui, Ah oui, oui, parce ça qu'en suffit? en fait, la surface de récupération de pluie, elle est très faible, puisqu'en fait, on a Eh oui, sur ce dossier-là, il y a une réduction aussi. on a une réduction et en fait, on a une surface libre qui doit être aux alentours d'un diamètre 400 mm. Donc, en fait, ça fait beaucoup. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très peu au niveau de la quantité d'eau qui va rentrer dans la cheminée. D'accord. Ce pot-là, il est à vider régulièrement lors des phases de maintenance des installations. Ok. Donc là, on arrive Donc là, en toiture. Ouais. voilà, on voit l'extérieur. Et donc, en fait, sur des installations, sur les installations d'une certaine puissance thermique, donc c'est un point un peu technique de l'installation des moteurs, mais les moteurs ont une puissance thermique, c'est la quantité d'énergie rentrée dans le moteur pour pouvoir produire l'énergie à la sortie. Mhm. Et dans ce schéma-là, on va avoir une cheminée qui doit dépasser de 3 mètres le point le plus haut dans un rayon de 15 mètres. D'accord. C'est ce qu'on appelle les installations classées ICPE, donc classées en protection de l'environnement. Donc ça, c'est normatif et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle remonte dans le vide et pour rien, entre guillemets. Il y a un Mais en bâtiment fait, ici, c'est normatif. il y a un Alors, bâtiment ici, je suppose, il y qui a n'est un pas acrotère représenté. sur lequel on va venir accrocher les derniers colliers là qu'on voit représentés. Mhm. Un acrotère à droite, et après, effectivement, on est à 3 mètres au-dessus de cet acrotère-là. Donc, Ok. il y a un bâtiment sur le côté. Ouais. Parce que le risque, ça serait quoi? Ça serait qu'on aurait des échappements qui retomberaient sur la partie où il peut y avoir des gens potentiellement, C'est ou c'est ça. ça? Ok. L'idée, c'est qu'on a, sur le gaz d'échappement, on a une vitesse minimum à respecter de 25 mètres par seconde en sortie d'échappement. Aujourd'hui, on les dimensionne plutôt à 35 mètres par seconde, 25, mais c'est un minimum. On ne doit pas descendre en dessous de 25 mètres par seconde. D'accord. Ça permet, cette vitesse-là, ça permet d'envoyer les gaz assez loin dans l'atmosphère. Ça reste des gaz polluants et il faut éviter à tout prix que ces gaz-là retombent vers les utilisateurs. En dessous, on a la rue. Il ne faudrait pas que
les fumées retombent vers la rue puisque ce sont des gaz polluants et toxiques. Quand on est arrivé à cette hauteur-là, enfin à ce stade, à ce moment-là du réseau, on était à 450 degrés, c'est ça, en sortie de... On est à 450 degrés au niveau du collecteur d'échappement, c'est la première pièce Oui. qu'on a vue en bas. Mhm. Les gaz perdent un peu en vélocité thermique. En sortie d'échappement, on doit se retrouver aux alentours de 300-350 degrés. Ah, quand même. Mm. Donc les gaz continuent à monter de toute façon, parce que... Oui, oui. Alors les gaz vont continuer d'eux-mêmes à monter dans l'atmosphère puisqu'ils sont très chauds. Mais en même temps, au vu de la vitesse d'expulsion, on va se retrouver avec des gaz qui vont partir très loin dans l'atmosphère. 3 mètres, est-ce que ça serait vraiment nécessaire? Si des fois on arrive à 1 mètre, est-ce que c'est toléré ou c'est 3 mètres catégoriques? Non, c'est normatif. Aujourd'hui, peut-être qu'un mètre suffirait. Il a été défini dans les normes de protection de l'environnement que pour éviter que les gaz retombent trop tôt aux alentours ou avec des vents rabattants surtout. Eh Parce oui, qu'en fait, d'accord. si Ouais, on n'a c'est pas clair. de vent, si on n'a pas de vent, les gaz vont partir très loin, ça redescend pas, il n'y a pas de problème. Par contre, Mhm. on peut, et là on est sur cette installation en zone côtière, donc on va être assujetti à des vents assez importants. Je comprends. On peut avoir des vents rabattants qui vont faire redescendre les gaz d'échappement vers les utilisateurs ou qui pourraient gêner les utilisateurs qui sont à 30-40 mètres de l'installation. Donc en fait, plus on va monter déjà avec la tuyauterie dans l'air, et plus déjà on va aller disperser plus haut et donc diluer encore plus par rapport au vent rabattant. C'est très clair. Là, on a échappé toutes les fumées du coup depuis le moteur. Donc on va revenir dans le local. Donc on a échappé toutes les fumées. Donc quand le moteur fonctionne, du coup, échappement des fumées et ça sort en toiture. Ce moteur, pour qu'il fonctionne, bien évidemment, il faut l'alimenter. Donc comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Pour alimenter le moteur, sur cette installation en particulier, on a une cuve, un réservoir, ce qu'on appelle une cuve principale, un réservoir principal qui est de 30 000 litres, Ok. qui va permettre d'alimenter les deux moteurs, puisqu'en fait, on a l'installation, elle est composée de deux moteurs, l'un au-dessus de l'autre, qui sont installés de la même façon sur le système. On a des tuyauteries qui vont partir de la cuve et qui vont remonter jusqu'au réservoir journalier dans le bâtiment. Là, Voilà, on on les voit la voit. liaison en bleu là. Voilà, on Et les du coup, voit. le réservoir journalier, il était derrière ici. Il Hop, est, voilà, il est il est là en là-haut. bleu. Exactement. Donc, ce réservoir journalier, il est autonome, hein. On a une jauge à carburant qui est installée dessus avec des contacts qui vont nous faire démarrer les pompes fuel qui sont dessus par un jeu de relais dans notre armoire de contrôle-commande qui est juste à côté de l'armoire bleue. On y Mhm. reviendra après pour la partie gestion pour expliquer un peu plus ce qu'elle fait. De ce réservoir journalier, le moteur va aller chercher directement son fuel via sa pompe à injection, via les tuyauteries qui sont en partie basse, en bas à droite, si tu peux montrer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on part du réservoir journalier, on passe le long du mur, on vient traverser la pièce. C'est pour ça on prévoit une petite protection mécanique au sol pour éviter qu'en niveau de la maintenance, ce soit problématique. Et après, on vient, Ça. voilà, ici, au pied Mhm. du moteur. Et après, on raccorde le moteur avec des flexibles pour éviter que les vibrations du moteur, quand il fonctionne, soient retransmises aux tuyauteries et pour éviter de casser les tuyauteries. Le moteur et la génératrice sont eux-mêmes déjà amortis par rapport au châssis du groupe, mais pour des raisons de transmission vibratoire dans le bâtiment, on rajoute un étage de filtration. Donc là, on est sur des clos à ressort Mhm. qui permettent de filtrer 98% des vibrations du moteur. Par rapport au réservoir journalier, quelle est sa capacité? Il peut alimenter le groupe combien de temps? Donc en fait, le réservoir journalier fait 500 litres, c'est normatif. On ne peut pas installer sur les installations, sur les ERP et les IGH, on ne peut pas installer un réservoir journalier de plus de 500 litres. Et il permet de faire fonctionner le moteur à lui seul pendant environ 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, on va utiliser les pompes, les pompes électriques que j'ai détaillées tout à l'heure pour pouvoir Mhm. le remplir depuis la cuve principale. Tout ça est automatique. Et donc, la cuve principale, lors du fonctionnement du groupe, va se vider. Et donc, pour pouvoir la remplir, on a les tuyauteries qui sont sur le côté du bâtiment, qui sont appelées tuyauteries de dépotage et d'évent. Donc là, on a la cuve, oui. Voilà, donc là, on les a en visuel. La tuyauterie verte et la tuyauterie de mise à l'air libre, qu'on appelle à l'évent.
et la tuyauterie violette et la tuyauterie de remplissage. Sur un réservoir de plus de 10 mètres cubes, la tuyauterie de remplissage sera forcément en 3 pouces. Donc, elle sera d'un diamètre de 90 mm. D'accord. Et pour compléter tout ça, les cuves installées aujourd'hui sur toutes les installations sont des cuves double paroi. Donc, elles ont une paroi interne qui sert de réservoir de carburant. Et elles ont une deuxième paroi qui est extérieure. Et entre ces deux parois, on a un fluide qui est clairement de l'antigel, hein, de l'eau glycolée. Mhm. Et cette paroi interstitielle va nous permettre de détecter les fuites qui pourraient arriver sur le réservoir. Donc, on voit ici, en haut à gauche, si tu peux montrer, voilà, super. Ici, ce qu'on appelle la cellule de détection de fuite. Donc, c'est un réservoir qui va se vider si on a une fuite sur le réservoir. L'eau D'accord. étant plus lourde que le carburant, si on a une fuite à l'intérieur, l'eau va descendre dans le carburant. Et donc, on a une électrode en fait qui est plongée en permanence dans le liquide. Et quand le liquide est plus présent, on n'a plus de continuité. Donc, on va détecter la fuite par rapport à ça. Si jamais on a une fuite vers l'extérieur, pareil, le réservoir va se vider et on va mettre l'électrode dans l'air. Et donc, ce système-là, il est en lien avec les deux petits éléments qu'on a dans le local en haut. Et à côté Voilà. on l'a vu tout à l'heure. Les réservoirs journaliers, on les a aperçus tout à l'heure. On a donc à gauche la cellule, l'élément électronique de la cellule de détection de fuite, hein, qui va nous créer un contact, hein, tout simplement, en disant attention, on a une fuite sur le réservoir. À droite de la cellule de détection de fuite, on a l'afficheur de jauge. Cet afficheur nous permet de connaître le niveau de carburant restant dans le réservoir. On peut lui programmer des seuils de niveau qui nous permettent d'informer le client sur le fait que la cuve soit à 30%. Généralement, on met 30% parce que c'est un bon seuil pour avoir le temps de faire le plein du réservoir. Et ce seuil va être ramené en information sur l'armoire de contrôle commande du groupe pour pouvoir informer le client via sa GTB. D'accord, donc ici. Voilà, exactement. Donc là, le groupe est alimenté, les fumées sont échappées. Est-ce qu'il y a encore une partie dont il faut parler par rapport au moteur? Oui, le moteur en fonctionnement va dissiper beaucoup de chaleur. Mhm. Et donc, on doit le refroidir. Alors, on a deux grosses unités de refroidissement. On va avoir le refroidissement du bloc moteur et de la partie suralimentation, du turbo compressé. Tout ça a besoin d'être refroidi. Et donc, sur cette installation-là, on voit les tuyauteries qui partent vers la toiture du bâtiment et qui vont vers ce qu'on appelle un aéro-refroidisseur. Et en fait, les aéro-refroidisseurs vont permettre de refroidir le bloc moteur, donc tout ce qui est cylindré autour des pistons, et la partie suralimentation de la machine. C'est pour ça qu'on a 4 tubes qui rentrent dans les aéros, parce qu'on a le réseau HT, donc haute température avec tout ce qui est bloc moteur, et on a le réseau BT, basse température, qui va être toute la partie suralimentation du moteur. Est-ce qu'on voit ici les petites... Oui. Donc en fait, l'aéro-réfrigérant, il est composé de couches successives de tuyauterie en cuivre pour avoir une meilleure conductibilité entre l'air et le fluide qu'on fait passer dedans. Mhm. Là, on voit qu'il y a 6 ventilos pour pouvoir faire passer de l'air autour justement des tuyauteries cuivre de l'aéro. Et pour que, comme sur une voiture en fait, hein, pour que tout le système soit fonctionnel, on a des vases d'expansion sur chaque système qui vont permettre de maîtriser la dilatation du fluide par rapport à sa montée en température. D'accord. Donc en fait, là, on voit qu'il est coupé en deux sur la largeur. Le vase d'expansion. Et donc, en fait, on a une partie qui va vers la BT et une partie qui va vers la HT. Et ces tuyauteries-là, en fait, sont les dégazages du moteur. Donc, en fait, quand le moteur va fonctionner, des bulles, déjà au début, quand on va remplir le moteur, il peut y avoir des bulles qui restent dans le moteur. Donc, il faut qu'on puisse les évacuer vers le point haut de l'installation, donc les vases d'expansion. Donc, on a des tuyauteries qui sont en lien direct avec le moteur et qui permettent d'évacuer ces bulles ou celles qui pourraient se créer dans le fonctionnement futur.
D'accord. Donc ça, c'est la partie, donc pour le moteur, tout est traité. En gros, le moteur est alimenté, il fonctionne, en fonctionnement, il échappe les Voilà. fumées, il est Et refroidi parce qu'il dégage de la chaleur. exactement. Et en fait, avec ce système-là, on n'évacue pas la totalité des calories du moteur. Quand un moteur fonctionne, il va aussi rayonner, dissiper de la chaleur dans l'environnement du local. D'accord. Donc, on a l'obligation de faire passer un certain volume d'air dans le local pour refroidir tout ce qui crée de la chaleur dans le local, donc le bloc moteur, la génératrice aussi, puisque la génératrice, quand elle fonctionne, une génératrice, a un rendement de 95%, donc il y a 5% de son énergie qu'on lui rentre, qui rentre dedans, qui ne ressortira pas en puissance électrique, mais qui va partir en chaleur. Donc, on va avoir cette chaleur-là à dissiper, on va avoir le silencieux qui, malgré que ce soit un élément fait de laine de roche en grande majorité, va dissiper de la chaleur également les gaz vont passer dedans. On doit aussi emmener l'air que consomme le moteur, puisque l'air, le moteur à combustion interne, pour pouvoir fonctionner, il lui faut du carburant, mais il va aussi lui falloir de l'air pour pouvoir créer la combustion à l'intérieur. Donc en fait, on va faire rentrer grâce à l'insufflateur qu'on a ici Juste dans ici, la ouais, je me VB, suis mis. ventilation basse. Mhm. On a l'insufflateur qui va nous permettre de rentrer le débit permettant de refroidir tout le local et le débit pour la combustion moteur. Donc là, ça Et aspire de l'air tout simplement en ça partie aspire de basse, l'air depuis l'extérieur, depuis une exactement. trémie où sont disposés les pièges à son. Voilà, puisqu'en fait, ce qu'on va avoir à traiter est un point très important dans notre domaine, et le plus important même, c'est la partie acoustique. Donc, qui est en lien avec l'aérolique. On est en train de parler de l'aérolique de l'installation, mais l'aérolique et l'acoustique ne font qu'un, puisqu'il faut que les deux fonctionnent ensemble. Donc, en fait, pour traiter l'acoustique, on va mettre en place des pièges à son parallèles au flux d'air, avec des voies d'air qui sont dimensionnées, de sorte qu'on puisse respecter dans notre cas ici, les 60 dB à 2 mètres des grilles. Et pour ce faire aussi en acoustique, on met en place sur les parois les pièges à son, qui sont des cassettes de laine de roche avec du voile de verre sur les côtés pour éviter de défibrer la laine de roche quand l'air passe à l'intérieur. On a la même chose sur les traitements des gaines CVC dans les parkings. Ça, c'est quelque chose, c'est un élément qu'on voit assez souvent finalement dans les parkings, dans les gaines de ventilation. Donc ça va venir Et donc, atténuer le bruit que va faire le le gros bruit volume d'air qui est aspiré, qui est du inspiré. moteur et des ventilateurs. Ah oui, Du moteur et des ventilateurs. d'accord. Sur les murs, on installe un produit anti-réverbérant qui s'appelle du mur bloc ici pour notre installation. Ce sont des panneaux de laine de roche encapsulés dans une tôle perforée. D'accord. Ça permet d'éviter la réverbération du bruit sur les parois et donc ça évite l'augmentation du bruit par la réverbération. C'est-à-dire que le moteur en fonctionnement émet un certain volume sonore. Ce volume sonore, s'il n'y avait pas ce produit-là, taperait sur les parois, reviendrait au milieu vers le moteur et amplifierait encore plus le son du moteur. Ce produit permet d'annuler quasiment à 100% ce phénomène de réverbération. Il ne traite pas la transparence des parois, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer le fait que la paroi atténue le bruit pour l'extérieur. D'accord. C'est deux phénomènes différents. Mhm. Nous, on traite la réverbération. On part du principe, du postulat que le local est infiniment étanche au bruit. Okay. Donc il y a des isolations complémentaires qui sont prévues par l'architecte, par exemple, ou pas du tout? Non, en fait, le béton en lui-même permet d'atténuer suffisamment pour ne pas entendre la machine derrière la paroi. D'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évite que le bruit de la machine soit supérieur, soit amplifié, mais c'est tout. Donc les murs environnants du local groupe électrogène, c'est jamais de la maçonnerie. Enfin, c'est jamais du. Ça peut être de la maçonnerie, mais dans ces cas-là, on atténuera moins que des murs qui sont comme ici, des murs banchés classiques de 20 cm d'épaisseur, qui sont ce qu'on fait de quasiment de mieux. Alors, il arrive sur certaines installations qu'on ait des obligations derrière les parois. Ça nous est arrivé déjà. Et à ce moment-là, il sera rajouté un complexe insonorisant. En plus de la paroi coulée en 20 cm d'épaisseur, on aura de la laine de roche
et deux pots de BA13 D'accord. pour pouvoir rajouter de la masse et casser l'onde sonore. Et ça traite vraiment la transparence de la paroi. Et par contre, même si on met le mur, de la laine de roche et deux pots de BA13, nous, on rajoutera quand même notre anti-réverbérant puisqu'on ne traite pas la même chose. Okay, donc, c'est complémentaire, en fait. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. D'accord. Et Donc, on voit aussi parfois, donc là c'est un panneau AK0, enfin un panneau acoustique, mais on voit du flocage parfois. Vous préférez. oui, Ça a la même oui, fonction d'anti-réverbération ou... oui, ça a exactement la même fonction. La seule chose, c'est que ces produits-là sont privilégiés aujourd'hui parce qu'ils sont beaucoup plus durables dans le temps. Un flocage, pour qu'il ait une atténuation acoustique accrue, enfin une bonne fonction anti-réverbérant, il faut qu'il ne soit pas durci. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit cotonneux. Et en D'accord. fait, la problématique d'installer ça dans un local technique où on fait de la maintenance, c'est que dès qu'on va passer contre les murs, on va faire tomber le flocage puisqu'il ne peut pas être durci. Mhm. S'il était durci, il tiendrait beaucoup mieux, il aurait une meilleure résistance, mais il n'aurait plus du tout l'atténuation d'anti-réverbérant comme on le souhaite nous. Donc ce produit-là permet d'être même un peu meilleur que du flocage, parce que si on voulait avoir la même atténuation en flocage, il faudrait en mettre au moins 100 mm, alors que là, on est sur des panneaux de 50 mm d'épaisseur, donc on gagne en fait en espace dans le local. Mhm. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus durable dans le temps, c'est beaucoup plus, Oui, beaucoup plus mécanique, on va dire. il faudrait refloquer peut-être à intervalles C'est ça. réguliers, etc. Mhm. Déjà c'est pas bon pour le moteur, puisqu'en fait, les filtres si c'est du flocage et qu'il tombe, les filtres vont l'aspirer. Donc en fait, les filtres à air peuvent, alors il faut quand même du temps, mais peuvent être colmatés par du flocage, des poussières de flocage et du flocage qui peut tomber. Mhm. Et en plus, c'est pas très bon pour la santé puisque ça reste des fibres de petites fibres. Donc dès que le groupe tourne, comme on ventile beaucoup le moteur, comme on est en train de le voir pour la partie refroidissement, on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de fibres en suspension et donc ça peut être problématique. Donc voilà. Donc nous, on préfère ça maintenant. Le flocage, c'est sur des installations quand on refait des installations qui sont déjà floquées ou si vraiment le client le souhaite, parce que pour des raisons de coût notamment, parce que le flocage est quand même moins onéreux que du panotage mural. Ok. Et donc, pour la partie refroidissement, on a les extracteurs qui sont en lien avec le fonctionnement du moteur et l'insufflateur qu'on a vu tout à l'heure, qui, eux, pareil, vont souffler, vont tirer l'air vont prendre l'air dans le local et le souffler dans la gaine de refroidissement, dans la Donc, gaine de ventilation, et passer dans les pièges à son et partir en extérieur. donc ça, c'est ce qu'on appelle la ventilation haute. Pourquoi l'aspiration se fait en partie basse? Enfin, l'insufflation se fait en partie basse et l'extraction se fait en partie haute. Comment on Bah, explique pour une raison un peu simple, l'air frais est toujours en bas et l'air chaud va être toujours concentré en haut. Donc en fait, on cherche toujours à avoir le meilleur balayage possible de tout le local. L'air étant très feignant, comme tout fluide, si on mettait les deux appareils en bas, on n'aurait jamais de balayage du plafond du local en termes de refroidissement. Donc en fait, on essaye toujours d'être en diagonale dans les installations pour permettre un bon balayage de toute la partie moteur, alternateur, enfin génératrice et aussi là, dans notre cas, le silencieux. Ça, c'était pour la partie donc thermique, si on peut dire, Mécanique, ouais. mécanique. On a vu l'acoustique aussi, les effets acoustiques du moteur. Là, il reste la partie du coup génératrice. Génératrice, électricité. Donc ça, c'était cette partie-là qu'on avait vue à l'arrière du groupe. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ici? On imagine qu'il se passe quelque chose avec cette armoire en premier lieu. Voilà. Donc en fait, on a sur la partie électricité de l'installation, on va avoir l'armoire beige qu'on voit ici, qui est en fait l'armoire de puissance. Mhm. Donc dans cette armoire-là, on va avoir l'organe de protection, le disjoncteur, qui va permettre de protéger les installations électriques qu'on va alimenter derrière cette armoire. C'est-à-dire que de la génératrice, des câbles vont partir vers cette armoire-là
Et de cette armoire-là, on part chez le client. Après, on part sur l'installation complète, l'inverseur de source du lot CFO. Et derrière, le lot CFO distribuera la puissance pour tout ce qu'il a alimenté avec nos groupes. Et d'autre part, on voit à l'arrière, au fond de la salle, l'armoire qui est un peu bleu-vert, qui ici représente en fait notre armoire de contrôle-commande. C'est sur cette armoire que nous allons pouvoir mettre le groupe en automatique, en manuel, le mettre à l'arrêt si besoin pour les maintenances. L'automatisme qui est prévu dessus permet le monitoring complet de la machine, du groupe, du moteur, pour connaître sa température de préchauffage, lorsqu'il est en fonctionnement, sa pression d'huile, sa température d'eau, sa vitesse de rotation. On va aussi avoir toutes les informations électriques de la machine, donc tout ce que produit la génératrice. Et on va avoir un panneau de contrôle qui nous indique toutes les alarmes qu'on pourrait avoir sur le moteur, une pression de carburant défectueuse ou pas dans la bonne tolérance, une température d'eau qui commence à augmenter, on en serait informé par des alarmes et par des défauts qui arrêteraient le moteur au bout d'un moment pour éviter de le casser. Et donc, toutes ces informations sont à disposition du client via le système de GTB. Et justement, en termes, ça nous amène sur le sujet de la maintenance. Quelles sont les étapes clés pour maintenir tous les composants de l'installation dans le local? Alors, est-ce que ça demande beaucoup de... Sur une installation comme ça, on est sur une installation de groupe de sécurité, donc qui réalimente des installations de sécurité. Et donc, l'utilisateur a des obligations pareilles, des obligations normatives, réglementaires pour l'entretien de ces groupes. Donc, toutes les semaines, il doit faire des relevés de tension de batterie, de niveau d'huile, de température de préchauffage. Une fois par mois, une fois par semaine, il doit faire démarrer son groupe électrogène sans prendre de charge, sans prendre de puissance. Une fois par mois, il doit réaliser des essais en charge, donc aller chercher de la puissance sur son bâtiment, à au minimum 50% de la puissance du groupe électrogène pendant 30 minutes. Ces essais-là permettent de détecter d'éventuelles anomalies de fonctionnement sur les groupes électrogènes. En complément de ça, les fournisseurs, et donc nous, on en fait partie aussi, notre groupe, le groupe de ZAST, à des agences en France pour pouvoir faire la maintenance des groupes électrogènes que l'on installe ou des installations existantes. Et donc, sur nos contrats d'entretien, on prévoit une visite, un passage pour la visite mécanique. Donc, on va avoir un mécanicien dieseliste qui va passer sur la partie moteur et qui fera un contrôle général de toute l'installation, mais plus poussé sur la partie moteur et un peu plus générique sur toute l'installation. Et il y aura un deuxième passage dans l'année pour tout ce qui est partie plus électrique. Et donc là, la partie moteur sera regardée, mais plus rapidement. Et par contre, on aura une vérification de tous les raccordements, toutes les connectiques électriques, que ce soit de puissance ou de contrôle commande. À chaque fois, le groupe est démarré, on vérifie les constantes pour s'assurer que tout est opérationnel. On vérifie les tensions de batterie à chaque fois, on va vérifier les niveaux d'huile à chaque fois. On va avoir tout un protocole de maintenance. Et donc ça, c'est assez générique. Tous les acteurs du groupe électrogène font à peu près la même chose, puisqu'on a l'obligation de vérifier tout un tas de critères qui permettent d'assurer au client le bon fonctionnement de son groupe électrogène. Ça aussi, c'est des choses qui sont normées, comme sur la partie installation, il y a des normes propres à la maintenance et la... Sur les établissements qui ont l'obligation d'installer des groupes de sécurité, c'est un peu technique au niveau de la différence entre un groupe de sécurité et un groupe de secours. Tous les groupes produisent du courant sur une installation. Les groupes de sécurité ont des points spécifiques de normes qui sont un petit peu lourdes en explication. Mais sur ces équipements-là, et notamment sur cette installation-là où on va sécuriser un hôpital avec des blocs opératoires, des choses comme ça, eux, ils ont l'obligation réglementaire de faire les essais que j'ai mentionnés. Je sais qu'il y a un document aussi des établissements de santé qui les oblige à faire ces essais réglementaires et à conformer à la réglementation des ERP et des groupes de sécurité. Oui.
C'est compréhensible. Ouais. Il faut savoir que les blocs opératoires sont souvent ondulés. Donc, on a une énergie qui, en fait, on n'a pas de coupure sur les blocs opératoires en eux-mêmes, hein. On a un onduleur, mais c'est tellement énergivore en termes de consommation d'énergie que les onduleurs vont tenir 10 minutes. Donc là, on se retrouve dans une autre typologie d'installation de groupes électrogènes, puisque juste avant, on avait fait le tour de tout ce qui était mis en œuvre pour une installation dans un local technique. Là, c'est un petit peu particulier, c'est un projet où ont été installés du coup des conteneurs qui contiennent l'ensemble des éléments qu'on a vus précédemment dans le local, mais tout est contenu dans le conteneur du coup. C'est ça. Et ça, L'installation, là, on est sur des groupes de 3300 kVA. Et donc, je vois ce on a exactement en fait, les mêmes systèmes que ce qu'on a vu précédemment, intégralement, hein, acoustique, aérolique, refroidissement par aéro, le silencieux qui se retrouve sur le toit puisqu'il le moteur est trop important et ne nous permet pas de mettre ici. en place à l'intérieur du container. D'accord. Les pièges à son pour la partie acoustique en entrée et en sortie d'air. La petite différence ici, c'est qu'on a deux groupes qui vont dans la même cheminée. Voilà, on a deux groupes qui vont rejeter leur fumée d'échappement dans la même cheminée commune. Et donc, pour éviter qu'un groupe vienne perturber le deuxième, s'il y en a un qui tourne et l'autre qui est à l'arrêt, on met des boîtes à clapets au niveau des boîtes anti-retour, en fait, des clapets anti-retour en sortie de silencieux. Mmh. Voilà. Pour éviter que lorsque un moteur tourne et que l'autre est à l'arrêt, le moteur qui tourne entraîne par dépression les turbos du moteur à l'arrêt. D'accord. Sinon, on pourrait user prématurément les turbos du moteur à l'arrêt, puisqu'on ferait les turbos des moteurs, quels que soient les moteurs à combustion, hein, même sur les voitures, les turbos sont lubrifiés par le système de lubrification du moteur quand il est en fonctionnement. Si le moteur est à l'arrêt, le turbo n'est pas lubrifié. Et donc là, ça pourrait être critique pour avoir une usure prématurée des turbos. Donc on met des boîtes à clapets qui sont des clapets anti-retour pour éviter aux fumées de faire tourner les turbos de l'autre moteur. Voilà. La petite subtilité en fait de cette installation. Sinon, après, vous avez effectivement l'intégralité de ce qu'on a vu sur l'autre installation. Je vais masquer la topographie pour eux. Donc, sous chaque groupe, on a des cuves de 40 000 litres. Donc, on voit ici, qui ont été installés sous les dalles des groupes électrogènes. Et comme sur l'installation précédente, on va retrouver un réservoir qui, ici, est sous les pièges à son. Voilà. Ici. Là, on est sur un réservoir qui va faire 350 litres, puisqu'on ne pouvait pas faire plus. Okay. Donc, il va se remplir plus souvent puisque la machine est encore plus grosse. Donc, de mémoire, on est sur une consommation à l'heure d'environ 650 litres. Donc, on va remplir le réservoir assez régulièrement. Donc, tout à l'heure, c'était 500 litres, 40 minutes environ. Là, c'est proportionnel. 40 minutes. Là, on va consommer le 30 minutes, quoi. 30 minutes. Voilà. Donc, on va le remplir assez souvent parce que du coup, comme on ne travaille jamais de 0 à 100% pour avoir une réserve toujours un peu tampon, on va remplir le réservoir journalier assez souvent. Et là, tout est embarqué, hein, pareil. La chose différente quand même, importante à souligner, si tu peux nous montrer derrière la grille d'entrée d'air à droite, s'il te plaît. Là, on est sur un groupe qui est un petit peu différent en termes de, sur une installation un peu différente, puisqu'ici, on va avoir un transformateur élévateur pour travailler en 20 000 volts sur le site. On passe de 400 volts et on vient élever la tension. Alors, ça s'explique très simplement. Quand on élève la tension, la valeur d'intensité diminue. Plus la tension est élevée, plus l'intensité est faible. Et donc, ça permet de pouvoir véhiculer du courant sur des plus grandes distances, tout simplement. Donc, en fait, aujourd'hui, sur beaucoup d'installations où on a des grandes distances à parcourir en termes de câbles électriques, on va préférer élever la tension pour diminuer l'intensité. Donc là, tout le dossier comprend, on a installé 3 groupes et le dossier peut recevoir 9 groupes en finalité. Donc, il reste des groupes installés en mesure conservatoire pour l'instant. En fait, c'est réparti en 2 groupes de 4, plus un groupe tout seul qui va pouvoir se coupler aux 4 premiers ou aux 4 derniers.
Ok. Ça va dépendre en fait de la nécessité du data center à l'instant T en fait, puisque c'est un data center un peu spécifique avec c'est un data center modulaire, on va dire. Il est prévu pour pouvoir rajouter des containers de serveurs. Ok. Donc, plus le client va avoir besoin de fournir de l'espace de stockage à ses clients ou de l'espace de calcul à ses clients, plus il va venir rajouter des modules de containers de serveurs. Et Ok. donc, plus il va augmenter son nombre de serveurs, plus il aura besoin de secours électrique. Et dans l'emprise globale du projet, du coup, c'est 9, il y aura 9 groupes au maximum de toutes les manières. C'est ça, c'est 9 C'est- groupes de 3300 kVA. Bon, après, c'est un organe de sécurité, donc c'est pas non plus fait pour fonctionner de manière perpétuelle. Mais est-ce qu'il y a des dispositions d'un point de vue écologique ou de consommation qui sont mises en place pour améliorer, innover le groupe électrogène? Oui, alors aujourd'hui, les moteurs ont beaucoup évolué depuis 30-40 ans au niveau de tout ce qui est injection, efficience en fait. Les motoristes ont réussi à gagner en rendement sur les moteurs, même si un moteur thermique, ça reste un rendement qui est quand même très bas, puisqu'on est de l'ordre de 32 à 33%. Sur des moteurs, certains motoristes arrivent à rendre un peu plus efficients les moteurs avec des rendements à 34 voire 35%. Donc déjà, ça veut dire qu'on arrive à améliorer un petit peu l'existant. Maintenant, on est sur des technologies qui sont énergivores, très énergivores pour le peu d'énergie produite. Euh, dans le domaine de l'installation fixe, comme on l'a vu sur les deux installations qu'on a vues, on a peu d'évolution sur ces installations-là. Je pense que dans l'avenir, on arrivera à avoir et peut-être que les normes nous emmèneront à traiter les fumées d'échappement, qui sont quand même la plus grosse des pollutions D'accord. dans le domaine. Euh, Aujourd'hui, ce traitement des fumées est déjà acté sur les groupes de location, puisque les groupes de location sont des groupes qui fonctionnent beaucoup. En fait, nos normes de pollution sont assez souples sur les installations fixes, tout simplement parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des groupes qui attendent la coupure. Donc, en fait, on se rend compte que la moyenne de fonctionnement d'une installation du groupe électrogène en temps de fonctionnement et de production sur perte réseau et pour essai, on est en gros à une vingtaine d'heures par an, ce qui est en fait ridicule hein, en termes de temps de fonctionnement et de temps de Mhm. production. Par contre, un groupe électrogène de location, lui, va avoir vocation à produire du courant pour un besoin précis. Notamment, je prends l'exemple d'une base vie chantier où on n'a pas forcément le courant du fournisseur d'électricité. Et donc, du coup, on va mettre un groupe électrogène qui, lui, va tourner 24 heures sur 24 ou à minima quand la base vie est en fonctionnement, donc 12 heures par jour. Pour Oui, ces donc là, ça groupes-là, nécessiterait de se pencher dessus pour. alors, c'est déjà le cas en fait. Les réglementations européennes nous obligent aujourd'hui à mettre en place des systèmes de post-traitement, exactement comme sur les voitures, hein, avec des vannes EGR, avec des filtres à particules et des successions de filtres sur les fumées d'échappement, avec aussi l'adjonction d'urée, hein, ce qu'on appelle l'AD-Blue sur les véhicules et sur les groupes aussi. Hein. On utilise de l'AD-Blue, c'est de l'urée qui permettent de traiter les fumées d'échappement pour qu'au final, on soit sur des taux d'émission de polluants très faibles. Alors là, toujours, parce qu'on ne peut pas tout traiter à 100%, mais taux d'émission très faibles. Problématique qu'on a sur les groupes électrogènes, c'est que on n'a pas toujours beaucoup de charge, donc notre moteur ne fonctionne pas forcément à produire beaucoup de puissance par rapport à un véhicule qui, lui, quand on accélère pour monter une côte, va monter en puissance et on va travailler avec de la charge. Hein. En fait, plus le véhicule force, plus le moteur va travailler avec de la charge. Il va avoir tendance à beaucoup plus chauffer, même si c'est régulé et on ne s'en aperçoit pas. Et en fait, nous, on n'a pas ce phénomène-là. Donc, on va travailler avec des charges, mais la charge, c'est uniquement ce que le bâtiment a besoin de consommer à l'instant T. Et donc, Oui. en fait, comme on a très peu de charge sur les moteurs, on risque des dégradations. Donc, pour pallier à ça, ça va un peu à l'envers de ce qu'on essaye de faire, mais sur les groupes de location, on va leur mettre des systèmes de post-traitement
Et en plus de ça, on va mettre des bancs de charge, donc des gros radiateurs, dans les groupes pour pouvoir créer de la charge et faire tourner le moteur à des températures qui soient correctes pour que tout fonctionne bien. D'accord. Donc, on va surconsommer en carburant pour ne pas se créer de problème avec le post-traitement. Donc, c'est pour ça que c'est. Mais en fait, aujourd'hui, on est déjà à ça dans les groupes de location. Et peut-être qu'à l'avenir, ce n'est pas encore décidé, mais peut-être qu'à l'avenir, toutes les installations de groupe auront la nécessité de traiter les gaz d'échappement des moteurs thermiques. Donc, il y a ça comme possibilité d'évolution. Et ensuite, ce qu'on connaît déjà, enfin, ce qui est déjà sur le marché et sur ce domaine-là, on y est aussi, c'est tout ce qui va être complémenté des sources vertes. L'éolien, le photovoltaïque, toujours en ayant en tampon des parcs batteries, parce que on ne peut pas travailler sans ça. Mais en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'éolien, c'est super et ça peut produire du courant sans problème. La seule chose, c'est quand il n'y a plus de vent, on n'est plus autonome. Pareil pour le solaire, les panneaux solaires, ça produit beaucoup, ça recharge des batteries, mais si les batteries se vident et qu'il n'y a pas de soleil ou très peu de soleil, il y a trop de consommation pour remplir les batteries. Justement, les batteries, elles se vident assez rapidement. En fait, c'est comme le reste en électricité, c'est pas prévisible. L'électricité, ça se stocke très peu. On le voit avec les batteries. Il faut beaucoup de batteries pour stocker très peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on produit toujours plus que ce qu'on consomme, puisqu'en fait, l'électricité, on la consomme, on produit, il faut qu'elle soit consommée pour être utilisée. Et oui. Donc, on produit des mégawatts, des gigawatts avec les centrales électriques, mais en fait, on n'utilise pas tout, puisque si on ne le consomme pas, il est perdu. En plus, pour alimenter un bâtiment de cette envergure type data center, par exemple, les besoins en énergie sont énormes. Clairement, c'est pas envisageable aujourd'hui avec des sources comme l'éolien ou le photovoltaïque sans avoir des surfaces énormes ou des très grosses éoliennes. Ou de l'hydrogène, ce serait envisageable ou... Parce que non, l'hydrogène, ça existe aujourd'hui. Hein. Il y a une société qui fabrique des groupes à hydrogène avec des piles à combustible de chez Toyota, en fait, des piles à combustible qui sont entre guillemets en rebut pour les véhicules et qui sont récupérés pour créer des groupes électrogènes. Une société qui s'appelle EODEV qui fait ça. La problématique de l'hydrogène aujourd'hui, c'est le stockage. Le stockage et l'acheminement. Puisqu'en fait, sur le sol français, il y a une entreprise qui distribue de l'hydrogène liquide, c'est Air Liquide. Et c'est le seul fournisseur possible à l'instant T. Oui, ça demande des très, très basses températures. C'est ça demande une gestion qui est très compliquée. Donc, certaines communes s'équipent avec des groupes qui sont des petites puissances, des 100 kVA, 150 kVA. C'est plus pour dire, OK, on est green. On fait un pas, ouais. Plus que pour le réel gain. Voilà. Sur des installations où tu as eu besoin de fonctionner pendant longtemps et avec une autonomie accrue, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas trouvé mieux que le fuel, quoi. On a le gaz, mais on est tributaire d'un fournisseur de gaz. S'il fait une coupure, il n'y a plus d'autonomie. Donc, en fait, et on ne peut pas stocker du gaz comme on stocke du fuel. Ce n'est pas possible. C'est trop contraignant. Donc, en fait, aujourd'hui, les groupes électrogènes fuel, ça reste quand même l'alternative à la coupure de courant avec un temps de fonctionnement accru. Malheureusement, avec une pollution, mais encore une fois, les groupes ne fonctionnent pas. Donc, comme tu disais, 20 heures dans l'année, c'est pas. Oui. C'est les essais le temps de fonctionnement est plus fait par les essais que par la réelle coupure aujourd'hui. Oui, donc effectivement, il n'y a pas trop de quoi se pencher là-dessus en termes d'innovation écologique. Mais après, au niveau technologique, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer puisque il y a un moteur, c'est alimenté par du fuel.
D'un point de vue consommation, peut-être consommer moins de fuel ou Techniquement, les motoristes eux-mêmes essayent d'être le plus efficient possible et donc de consommer moins de fuel pour plus de puissance restituée à la Eh génératrice. oui. Hmm. Donc après, ça, c'est vraiment dans les mains du motoriste en lui-même. S'il y avait une norme qui obligeait les motoristes à complètement revoir leur façon de faire, peut-être que ça ferait bouger les choses. Mais aujourd'hui, si on avait la possibilité de sortir 70% de rendement à un moteur thermique, ça serait déjà fait, quoi. Hmm. Parce que Eh techniquement, oui. ça n'a pas d'intérêt de rester à 30%. Ok. Donc, les innovations, ben, on essaye, nous, de toujours être à la pointe au niveau de tout ce qui est contrôle-commande, automatisme pour la gestion du système, gestion avec le bâtiment, la GTB qui va permettre de maintenir mieux et plus efficacement les installations, et puis essayer d'entretenir le mieux possible les moteurs pour justement ne pas avoir à les remplacer, à les détruire et à les remplacer. Donc ça, un moteur bien entretenu, aujourd'hui, il fait 30-40 ans sans aucun souci, voire même D'accord. plus. Ok. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo ou vous pouvez retrouver le groupe 2AST sur leur site internet 2ast.fr. On peut te retrouver aussi sur les réseaux, j'imagine, sur LinkedIn. Ouais, je suis sur LinkedIn, donc vous pouvez me contacter directement si vous avez des questions, des interrogations techniques, un besoin en études et installation de groupes électrogènes, n'hésitez pas. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Henri, et à une Merci à prochaine toi. vidéo.